pour parler des Arméniens et des Kurdes, avec d'abord donc Tigran Yegavian, qui est journaliste, qui travaille sur le Moyen-Orient, et en particulier sur la diaspora arménienne au Moyen-Orient, et dont vous pouvez lire les papiers dans différents périodiques. Voilà, donc le sujet, la communauté arménienne face au conflit au Moyen-Orient, et je dois dire que c'est un bon observateur, qui a des antennes un peu partout, j'allais dire sur les champs de bataille, pour nous en donner des informations certainement exclusives. Merci. Oui, je commencerai mon propos par une image assez marquante qui date de septembre 2014, ou plutôt une photographie, celle du mémorial arménien des ossuaires arméniens situé à Deir ez-Zor dans le désert syrien, où on a repéré beaucoup de charniers dans les années 80, et l'image éventrée des ruines de ce monument, de ce mémorial sur lequel a été hissé le drapeau de Daesh, a bouleversé les esprits, a créé une très grande vague d'émoi au sein de la diaspora arménienne, en Europe, et a ravivé, si vous voulez, les cendres d'une autre mémoire, celle du génocide de 1915. Donc chez les Arméniens du Moyen-Orient, en particulier de Syrie, les événements qui sont actuellement en cours en Syrie résonnent comme la prolongation d'une nouvelle séquence du cycle inauguré par le génocide de 1915. 100 ans après. Donc 100 ans après, la Syrie, les Arméniens du Moyen-Orient, mais les Arméniens de Syrie, si vous voulez, dans l'imaginaire arménien mondial, correspondent à ce qu'on appelle la mère diaspora. Pourquoi la mère diaspora ? Comme il existe une mère patrie en Arménie actuelle, qui est dans le Caucase, parce que c'est de là qu'a essaimé cette diaspora qu'on le connaît aujourd'hui, donc issue de l'Empire ottoman, mais c'est aussi dans ces régions, dans Syrie, Liban, en moindre mesure Jordanie et Irak, que résonne le bastion, le vivier de l'arménophonie. La langue arménienne s'est maintenue dans cette ère régionale. Et c'est de cette région que sont partis, si vous voulez, les principaux cadres qui font aujourd'hui la diaspora arménienne, de par l'excellent niveau d'éducation qu'ils ont reçu, par le tissage des écoles, et aussi la prolongation d'une sorte de communautarisme qui résonne un peu comme une prolongation du système du millet ottoman. C'est-à-dire que contrairement aux diasporas d'Europe occidentale et des États-Unis, les Arméniens ont toujours vécu, en tout cas c'est valable pour Alep, et un peu pour Beyrouth, en moindre mesure pour Damas, comme dans une sorte de ghetto. Alors ça c'est pour le cadre en fait, pour vous situer un petit peu l'importance symbolique qu'a cette communauté arménienne syrienne à l'échelle de la diaspora. Et je voulais aborder un peu la position des Français d'origine arménienne par rapport à ce conflit en cours depuis 2011. Parce que c'est important d'en parler. Les Français d'origine arménienne, on aime bien se contenter d'un chiffre symbolique de 500 000 âmes. En réalité, ils sont beaucoup moins nombreux à être impliqués dans la chose arménienne, même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont d'origine arménienne. Et leur position vis-à-vis du conflit syrien, elle s'exprime de différentes manières. Et pourquoi ? Parce que tout est interconnecté. Là, on raisonne, si vous voulez, en termes de dynamique transnationale. Déjà parce que les Arméniens de France, en grande partie, sont concernés par ce conflit. Déjà, du fait de l'immigration, dans les années 70, d'importants mouvements migratoires de Syrie, du Liban, d'Iran, donc révolution islamique iranienne, instabilité en Syrie après le coup d'État de Hafez el-Assad, la guerre de Tishrin de 73, la guerre de 67, les expropriations, les réformes agraires ont encouragé ce mouvement migratoire, soit par le Liban, soit directement vers l'Occident, et bien entendu l'immigration due à la guerre civile libanaise. À titre d'exemple, dans les années 60, un quart de Beyrouth était arménien. Les Arméniens étaient très présents dans l'espace public. À titre anecdotique, si vous prenez en considération Beyrouth-Ouest, il y avait beaucoup d'Arméniens à Beyrouth-Ouest. On dit que maintenant ils sont surtout à Bouchamout et dans la banlieue est de Beyrouth, mais rien que dans la rue Hamra, la plupart des échangeurs, les saraf, étaient arméniens.
Ça, on ne le sait plus. Mais ils étaient très visibles dans l'espace public libanais. L'université Aïgazian, les 2 ministres au gouvernement libanais sont d'origine arménienne, 6 députés. Donc c'est une présence très visible dans l'espace public libanais. En Syrie, ça allait différemment. Donc, entre la France et ses communautés d'Orient, donc Syrie-Liban, liens transnationaux très forts, liens familiaux très forts, et aussi liens structurels. Pourquoi ? De fait de l'existence de structures diasporiques transnationales, partis politiques, mais aussi structures caritatives de bienfaisance, en l'occurrence l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, qui a une antenne à Paris, à Damas, à Beyrouth, à Alep, aussi la Croix-Bleue. Donc, les Arméniens de France se sont mobilisés dès 2011 pour venir en aide à leurs compatriotes de Syrie qui étaient, qui étaient en souffrance. Et cette solidarité transnationale s'est manifestée déjà par la tenue de plusieurs manifestations. Ça a été le cas de radiotons organisés par les 3 radios de la communauté arménienne de France, Paris, Valence et Lyon. Mais aussi des levées de fonds qui ont été effectuées par le biais de plusieurs ONG arméniennes au Liban et en Syrie. Depuis quelques mois, on observe une certaine, à l'aune des événements de la commémoration du centenaire du génocide, donc, qui s'inscrit dans tout le monde de l'année 2015, on observe une certaine lassitude et aussi, je ne vais pas dire une indifférence, mais la mobilisation, c'est un petit peu... émoussé par rapport à ce qui se passe en Syrie. Mais il n'empêche que l'actualité a été très chargée cette année, du fait au mois de mars dernier, le canton de Kessab, cette localité arménienne, ce village et cette mosaïque en fait, de hameaux arméniens qui sont adossés à la frontière turque, le Sandjak d'Alexandrette, donc ancien territoire syrien cédé par la France à la Turquie en 1939. Cette région-là a été l'objet donc, d'une attaque, d'une offensive djihadiste, des rebelles de plusieurs factions, Jund al-Sham, Ansar al-Sham, etc. Donc on pris possession de ce territoire et il y a eu donc un grand mouvement de panique en diaspora. Dieu merci, il n'y a pas eu de victimes. Les Arméniens ont pu se réfugier en lieu sûr, à l'attaquer à temps. L'alerte avait été donnée à temps. Mais c'est pour vous dire qu'il y avait un grand mouvement de solidarité et d'émotion de la part de la diaspora. Et quelque part, cette solidarité a été pas très bien interprétée par les médias occidentaux qui, eux, défendent, si vous voulez, bec et ongle l'option du renversement du régime syrien. Ils n'ont pas compris pourquoi les Arméniens maintenaient une certaine neutralité, une neutralité dite positive, mais une neutralité quand même qui, pour beaucoup, est inacceptable. Le fait est que cette question du conflit syrien embarrasse beaucoup les Arméniens qui, eux, si vous voulez, aujourd'hui sont dans une posture assez délicate parce qu'ils ont toujours été une minorité protégée par le régime et qui s'inscrit comme en fait un rempart contre l'islamisme. En tous les cas, c'est le discours officiel du régime qui a encore fait sens dans les rangs arméniens. Alors ces Arméniens de Syrie, combien sont-ils ? Très difficile à avoir des statistiques fiables. Le professeur Kevorkian est bien placé pour le savoir, étant donné que les derniers recensements datent quand même des années 50 en Syrie. Deux sources fiables, enfin à peu près fiables pour avoir des informations, c'est les registres paroissiaux ou le nombre d'inscrits dans les lycées et les établissements scolaires arméniens. Pour vous dire que, grosso modo, à l'aube des années 2010, on était à 80 000 Arméniens en Syrie, à peu près, répartis donc à Alep essentiellement, mais aussi Damas, à peu près 5 000 Arméniens. Donc ça c'est pour les zones urbaines. En moindre mesure l'Atakié, et il y a ce village de Kessab et les hameaux qui sont aux alentours. Donc 80 000 Arméniens dans 2011. Aujourd'hui, on considère qu'ils sont à peu près 25 000 à 30 000 à avoir quitté le pays. Ils ont quitté le pays donc, à partir de l'été 2012. À partir de l'offensive menée par l'armée syrienne libre sur Alep, qui, au passage, donc, a affecté certains quartiers arméniens. Pour partir donc essentiellement vers 2 directions. La première, l'Arménie, parce que l'Arménie reste encore... c'est à 1h30 de vol d'Alep. Il y avait des liaisons aériennes jusqu'à décembre 2012, jusqu'à ce que l'aéroport d'Alep ferme. Et deuxième option, donc, le Liban. Le Liban, où ils sont à peu près 10 000. Dans tous les cas,
que ce soit l'Arménie ou le Liban, ces destinations sont considérées comme des tremplins provisoires. À la base, il n'était nulle question pour la majorité de ces Arméniens de s'établir définitivement hors de Syrie. Mais c'est la force, la gravité du conflit qui a changé la donne et qui font que de réfugiés entre guillemets provisoires, ils se sont installés donc à l'étranger. Alors pour ce qui est des Arméniens syriens, les Arméniens syriens qui sont établis au Liban, on peut dire une chose, c'est que ils ne souhaitent pas être enregistrés comme réfugiés. Cela pour deux raisons. La première parce que ils ne veulent pas être taxés comme opposants. Donc il y a aussi ce problème-là. Le fait qu'on soit réfugié sous-entend qu'on soit opposant. La deuxième, c'est que les réfugiés au Liban, si vous me corrigerez si je me trompe, n'ont pas le droit d'exercer un métier au Liban officiellement, n'ont pas le droit de travailler. Donc c'est une manière pour eux de se procurer une source de revenus supplémentaires et de pouvoir travailler grâce aux réseaux familiaux et transnationaux. Car il faut savoir que les communautés arméniennes de Syrie et du Liban sont très très interconnectées par des mariages et aussi par la proximité culturelle, géographique, religieuse. Donc dans les deux cas, au niveau de la prise de position des Arméniens de Syrie par rapport au conflit, il y a eu une tentative de répéter l'expérience de la guerre civile libanaise. C'est-à-dire qu'en 1975, quand la guerre du Liban a éclaté, les partis traditionnels arméniens ont opté pour une option qui était le choix de la neutralité positive. C'est-à-dire on ne prend pas parti pour les musulmans ou les chrétiens, nous défendons l'unité nationale, la réconciliation nationale, et surtout nous défendons nos quartiers. Donc, dans le cas libanais, cette neutralité dite positive, elle avait du sens parce que les Arméniens avaient un repli, en l'occurrence le secteur de Boulj Hamoud, dans la banlieue ouest de Beyrouth, qui était facilement défendable par j'aime pas le mot miliciens, c'était pas vraiment des miliciens, mais c'était des volontaires des partis arméniens, donc Tashnak, Hunchak, Ramgaval, qui étaient en mesure de protéger la vie de leurs compatriotes et surtout leurs biens, car Boulj Hamoud était un centre assez connu pour les bijoux, c'était là, il y avait beaucoup d'orfèvres et que lorgnaient les adversaires arméniens des Kataeb, en fait, qui voulaient contrôler tout le secteur chrétien. Dans le cas syrien, cette expérience de la neutralité positive n'a pas eu beaucoup de résonance du fait du changement de contexte et aussi l'expérience de l'autodéfense n'a pas pu être appliquée. Même si des jeunes Arméniens, des partis locaux, des clubs associatifs locaux ont pris les armes, en tout cas ont été armés, pas tous, mais certains, pour défendre les lieux de culte, pour défendre certains clubs associatifs. Mais en aucun cas, on va avoir dans le cas syrien une répétition du scénario de la guerre civile libanaise. À part, à une exception près, l'exception de Kessab, où c'était donc, vous avez une zone à 80% arménienne avec des Alaouites, où là, il y avait une petite compagnie arménienne qui contrôlait, en fait, qui veillait le long de la frontière avec la Turquie, et c'est elle qui a donné l'alerte. Il y a eu une petite coordination avec des éléments des forces de défense civile, qui est un bras militaire du régime. Donc, mais on ne peut pas dire que les Arméniens, dans tous les cas, ont épousé la cause du régime. Pour eux, c'est une assurance vie, ni plus ni moins. Donc, voilà pour le cadre géopolitique. Donc, ce qu'on peut vous dire d'autre, c'est qu'au niveau de la visibilité des Arméniens de Syrie dans l'espace public syrien, moi, ce que j'ai pu constater au long de mes séjours, c'est la fracture abyssale entre le monde rural et le monde urbain. C'est-à-dire que les Arméniens de Damas et d'Alep étaient assez cantonnés dans leur vie, dans leur ghetto, entre guillemets, et n'avaient peu d'échanges avec le reste du pays réel, de la Syrie. Donc, ce qui fait que cette guerre, quand elle a commencé à éclater, dans le début, c'était une insurrection populaire, certains Arméniens avaient émis une sympathie pour la demande de justice sociale et de réforme, mais en aucun cas, il était question de changer le régime. Par peur de l'inconnu, justement. Et l'inconnu, pour eux, c'est les frères musulmans. Donc, ce qu'on peut noter, c'est déjà une absence de leadership au sein de la communauté arménienne capable de donner une orientation, une voix, et en quoi les Arméniens pourraient jouer un rôle de médiateur, comme ils ont essayé de le faire au Liban, dans le contexte des accords de Taïf en 90, où les députés arméniens ont joué un rôle non négligeable pour faire venir toutes les parties à la table. Dans le cas syrien, ça n'a pas été possible. Donc absence de vision, absence de leadership,
Au quotidien, comment ça se traduit? Ça se traduit par un repli pour ceux qui n'ont pas pu fuir, qui n'ont pas pu aller au Liban ou même à Tartous, où il y a des Arméniens maintenant sur le littoral syrien où ils vivent en sécurité. C'est faire avec les tirs de roquettes qui pleuvent de façon anarchique dans les quartiers chrétiens d'Alep, encore sous le contrôle des zones gouvernementales. Alors, au niveau de ce quotidien, ce qu'on peut noter, c'est que les Arméniens ont dû faire face à plusieurs problèmes. Bon, déjà, ça a été le rasage. Donc, le quartier au fait, qui jouxte le No Man's Land au nord-est d'Alep, le quartier de Midan, a été aux 2 tiers détruit par des bombardements très violents au printemps dernier. Ce qui fait qu'une grande partie donc, des réfugiés, il y a eu des réfugiés arméniens au sein à Alep même, dans les zones réputées relativement plus sûres, mais où l'insécurité est permanente, où l'électricité et l'eau sont tous les jours rationnées, où le ravitaillement est plus difficile. Pas impossible, puisque Alep est désenclavé maintenant. On peut circuler maintenant avec la route de Damas est sécurisée. Et de Beyrouth aussi, mais les produits de première nécessité sont beaucoup plus chers. Ça, c'est pour la situation donc, sur le terrain. Alors, au niveau politique, quand même, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de leadership politique. C'est exact. Mais quand même, il faut souligner une action menée par le patriarche de l'église arménienne donc de Cilicie, le catholicos Aram Ier, qui siège à Antélias dans la banlieue de Beyrouth, mais dont ses diocèses, donc il a une juridiction en Syrie, au Koweït, en Iran, à Chypre, en Grèce et dans le Golfe. Et donc ce patriarche arménien Aram Ier, combien même il a un rôle très symbolique, c'est un homme qui est très engagé dans le dialogue œcuménique et qui a joué un rôle très important au niveau du Conseil des Églises mondiales, qui est très actif, qui est un fin diplomate et qui essaye autant que faire se peut de secourir donc ces ouailles de Syrie. Ce qui fait que le catholicosat de Cilicie continue d'achever de l'aide pour les écoles arméniennes de Syrie pour permettre un fonctionnement relativement normal en fait, de la vie communautaire, c'est-à-dire payer les salaires des professeurs, garantir un minimum de décence pour ces Arméniens. Donc ça c'est pour l'aspect donc le terrain. Ce que je peux vous dire également, peut-être que je vous parlerai plus du Liban si on a le temps dans les questions, mais au niveau des relations entre l'État arménien et les Arméniens de Syrie, il faut noter 2 choses importantes. La première, c'est qu'en aucun cas, Yerevan, donc la République d'Arménie, n'a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie. Vous avez toujours le consulat d'Arménie à Alep et l'ambassade à Damas qui est ouverte, où les Arméniens, donc les diplomates arméniens continuent à être en exercice, à donner des visas, voire des passeports arméniens aux Arméniens qui entendent regagner l'Arménie. D'autre part, l'État arménien, qui fait face avec des moyens dérisoires, a quand même essayé d'apporter une aide humanitaire par air, par la voie aérienne, des cargos d'aide humanitaire. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'Arménie, au jour d'aujourd'hui, héberge en moyenne environ 11 000 ressortissants arméniens de Syrie. Encore une fois, cette Arménie-là, qui était considérée jusqu'au déclenchement de la guerre comme un lieu de villégiature pour ces Arméniens de Syrie, un lieu de repos où on allait goûter au plaisir des paysages d'Arménie, mais en aucun cas l'Arménie était considérée comme une destination où on va émigrer, car le fait est que la misère demeure endémique en Arménie et que les opportunités de travail, en dehors de la restauration, du taxi et de la bijouterie, sont plus que limitées, malheureusement. Donc ces Arméniens qui sont aujourd'hui en Syrie, ils ont essayé d'organiser, de reproduire une vie communautaire dans un contexte culturel qui n'est pas le leur, combien même on leur fait savoir qu'ils sont la bienvenue. Contrairement aux Arméniens d'Irak qui, en 2003, quand ils ont essayé de regagner l'Arménie, ont été accueillis dans l'indifférence. Ces Arméniens, donc ça a été dit par le professeur Berger, bénéficient d'aide du ministère de la Diaspora à Yerevan. C'est une aide qui se manifeste par différents biais. Aide alimentaire, aide au logement, par des constructions d'unités de logement avec des fonds de la diaspora, aide aussi à tout ce qui est frais d'inscription universitaire. Les Arméniens de Syrie ne payent pas les frais d'inscription universitaire publics, enfin jusqu'à cette année, là ça a changé. Donc toutes sortes de petites mesures de solidarité pour rendre plus facile leur séjour forcé en Arménie.
D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que les liens n'ont pas été coupés avec le régime d'Assad, puisque quand on a eu donc l'épisode de la prise de Kessab, qui a été reprise dans le courant de l'été, mais il y avait une visite de parlementaires arméniens d'Arménie qui sont rendus à Damas et à Latakia pour rencontrer des officiels syriens. Donc c'est intéressant de voir que malgré toutes les pressions, l'Arménie, qui n'a pas une politique étrangère autonome, qui est alignée sur la politique étrangère de la Russie, maintient des relations cordiales avec le régime. Alors, c'est normal, c'est de bonne guerre. Oui. Alors, si vous me permettez, si j'ai encore le temps, j'aimerais parler de l'Irak, les Arméniens d'Irak, parce que je saute du coq à l'âne, mais bon. Alors, on n'a pas beaucoup parlé des Arméniens d'Irak, mais quand même, il faut le dire, c'est une très vieille diaspora, donc, fruit qui a été bouché donc, du génocide. En 2003, il y avait à peu près 25 000 Arméniens en Irak, qui sont des parfaits citoyens irakiens, arabisés, car même s'ils ont gardé la langue, contrairement à la Syrie, Saddam Hussein les a empêchés d'avoir des écoles quotidiennes, elles étaient interdites. Mais ces Arméniens ont prospéré, ceux qui sont restés. Même pendant l'embargo, on avait quand même une importante classe moyenne arménienne à Bagdad, à Mossoul, à Dohuk, aussi à Erbil. Alors, le problème, c'est que depuis donc, l'occupation américaine, puis l'invasion et la guerre civile, le gros des Arméniens de Bagdad, bon, il en reste encore un peu, mais ont émigré soit en Occident, soit dans le Kurdistan irakien. Aujourd'hui, dans la région autonome du Kurdistan irakien, on n'a pas de statistiques précises, mais on situe à 3600, voire 3800 le nombre d'Arméniens à Erbil et à Dohuk, où ils disposent de leurs écoles, d'églises et surtout d'un député au Parlement régional kurde, étant donné que en vertu au fait de la constitution kurde, il y a 5 sièges au Parlement qui sont dévoués à des chrétiens, donc, dont un arménien, un syro-chaldéen. Il y a aussi les Turcs même, ça ne rentre pas dans le quota des yézidis. Ouais. Un yézidi. J'ai fait une découverte assez intéressante. En octobre 2014, il y a un journaliste arménien basé à Beyrouth, qui s'appelle Amo Moscofian, qui aime beaucoup le Kurdistan et les Kurdes, et qui a fait plusieurs déplacements là-bas et qui nous a appris l'existence d'une unité de combattants arméniens qui se bat aux côtés donc, des Peshmerga contre Daesh. On a l'impression que ces Arméniens du Kurdistan sont complètement isolés du reste du monde arménien. Même si l'Arménie a aussi des relations diplomatiques avec l'Irak, il y a une ambassade à Bagdad, mais il n'y a pas de consulat encore à Erbil. Et pourtant, il était question d'ouvrir un consulat arménien à Erbil. Le fait est que géographiquement, il y a 600 km entre Yerevan et Erbil à vol d'oiseau. C'est pas beaucoup. La route par l'Iran est possible. C'est 2 jours de route depuis l'Arménie par l'Iran jusqu'au. Les échanges commerciaux existent, mais il n'y a toujours pas de relations diplomatiques. Alors que en ce moment, beaucoup d'Arméniens réfléchissent à la carte kurde, comme protecteur des minorités. Alors le sentiment qu'il y a, c'est un sentiment d'isolement. Et d'ignorance mutuelle. C'est-à-dire que les Arméniens connaissent très mal ce qui se passe en Irak. Ils savent ce qui se passe en Syrie, au Liban, ça les concerne, il y a des relations familiales, des structures traditionnelles. Et moi, je pense que c'est aussi dû au fait que ce pays, l'Irak, a été sous embargo pendant des décennies, et ça a coupé beaucoup les communications. Ça, c'est, donc, voilà. Donc, pour info, donc pour votre information, le député actuel donc, arménien qui siège au Parlement d'Erbil est un ancien Peshmerga du PDK. Donc de pro-Barzani, qui s'appelle Armen Shahin Bakoyan. Ces Arméniens du Kurdistan sont, entre guillemets, cooptés par le régime de Barzani. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité. Vous avez par exemple l'ancien ministre des Finances du Kurdistan irakien, Sarkis Arajan, dont la mère est arménienne, et qui finance aujourd'hui donc un projet de construction d'école à Akinawa. Donc là où il y a beaucoup de chrétiens à Mondirbol, là où il y a des Arméniens donc, qui étaient déjà là avant 2003 et des Arméniens qui ont récemment fui les persécutions de Mossoul. Parce qu'il y avait à peu près une trentaine de familles qui ont fui la prise de Mossoul par l'État islamique. Et je voudrais conclure donc cette communication en parlant un peu des yézidis. Pourquoi ? Parce que ces yézidis-là sont, à mon sens, le pont entre les Arméniens et l'Irak et le Kurdistan irakien. Car il faut savoir qu'en Arménie, il y a une minorité nationale yézidi, qui sont à peu près 50 000. Ce sont des yézidis qui viennent de l'Anatolie orientale,
qui ont accompagné les Arméniens dans leur retraite, lors de la retraite de l'armée russe qui contrôlait ces territoires donc, à l'est. Donc, pour ne pas se faire massacrer par les Turcs ottomans, ont fui avec les Arméniens et se sont installés dans les premiers villages à la frontière arméno-turque, c'est-à-dire au nord d'Erevan, à l'est d'Erevan, qui sont des citoyens exemplaires en termes de loyauté vis-à-vis de l'Arménie et du combat des Arméniens entrepris lors de la guerre du Karabakh. Il y avait des volontaires yézidis. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que contrairement à beaucoup de yézidis donc du Sinjar, ces yézidis-là refusent d'être qualifiés de Kurdes. Ils trouvent même ça assez offensant. Ils disent non, nous sommes yézidis, et les yézidis existaient avant les Kurdes. Ce sont les yézidis, les Kurdes actuels seraient des descendants des yézidis qui ont perdu la religion originelle. Donc il y a le mythe qu'ils entretiennent d'une religion yézidi originelle qui remonterait à Babylone et qui serait, ce qui est assez inexact. Hein. Quand on se penche davantage sur l'histoire yézidi, on s'aperçoit que c'est un syncrétisme qui date du Moyen-Âge. Mais donc ces yézidis-là que j'ai rencontrés cet été à Yerevan, sont très très mobilisés pour venir en aide à leurs frères du massif du Sinjar et ont obtenu de longues luttes du gouvernement arménien une enveloppe de $50 000 pour achever de l'aide humanitaire. Donc ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Toujours est-il que les yézidis redemeurent une minorité méconnue et voire méprisée, car on les accuse d'être enfin on ne les accuse pas, mais en tout cas ils ont une réputation de paysans, incultes, illettrés, qui gardent leurs moutons en Arménie. C'est assez inexact. Hein. On s'aperçoit qu'il y a des jeunes cadres yézidis à Yerevan qui font des études, du journalisme, qui sont assez engagés dans la cause de leur peuple. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, venant là-bas et travaillant sur ce sujet, qui est une expérience diasporique, c'est-à-dire être minoritaire partout, c'est la première fois que je voyais un minoritaire en Arménie. Voilà. Et donc, je voulais conclure cette intervention en disant que l'Arménie, en fait, elle a un potentiel historique, elle a une opportunité, c'est qu'elle n'a pas pu se saisir. La première, c'était déjà d'aider les yézidis, donc au nom déjà de la communion, de la fraternité entre ces deux peuples, et aussi le fait que les deux destins de ces deux peuples ont été intimement liés dans la tragédie, et s'investir davantage pour d'avoir une diplomatie plus active, plus entreprenante dans le cadre du règlement de la question syrienne, le fait que les Arméniens, historiquement, ont souvent joué le rôle de médiateur. Et malheureusement, beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions de la part de ces Arméniens d'Arménie qui, malheureusement, n'ont pas saisi cette opportunité. Je vous remercie. Merci pour avoir respecté le temps aussi, ça nous laisse le temps de la discussion après. Donc nous allons passer maintenant du côté des Kurdes, peuple un peu jumeau des Arméniens, si j'ose me permettre, malgré tout ce qui s'est passé entre les Arméniens et les Kurdes. Je vous donne la parole. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, mon intervention va donc porter sur les mobilisations kurdes en Europe. Je vais avoir un point de vue beaucoup plus historique que le point de vue précédent. Je ne vais pas trop m'intéresser à ce qui se passe en ce moment. Je vais plutôt essayer de vous faire la genèse en fait des mobilisations kurdes en Europe, même si dans la discussion on pourra revenir sur les mobilisations actuelles. Vous n'êtes pas sans savoir toutes les mobilisations kurdes qu'il y a eu à propos de Kobané. Et demain, il y a encore des manifestations à Paris en mémoire des 3 militantes kurdes tuées il y a quelques années à Paris. Donc les mobilisations continuent, mais je vais plutôt essayer de revenir sur la genèse de ces manifestations à partir des années 50-60 jusqu'aux années 2000. Alors ce qui me paraît tout d'abord intéressant de noter, c'est un constat, c'est que depuis 1982, il y a sans doute eu aucun mois sans mobilisation kurde en Europe. On peut estimer aussi que la moyenne annuelle de ces mobilisations, elle est sans doute de plusieurs centaines, voire même de 2 par jour. Ce qui veut dire que le groupe kurde serait sans doute le groupe protestataire le groupe le plus protestataire en Europe.
Et puis également, ce serait sans doute un des groupes les plus européanisés, si l'on entend par ce terme, hein. Le fait de s'adresser aux autorités européennes, le fait de se manifester dans un autre pays que son pays de résidence, parce que vous savez que les Kurdes se déplacent souvent, hein, en Allemagne, en France, etc., pour aller manifester. Et puis aussi, si on entend par ce terme, le fait de participer à des marches transfrontalières, par exemple, parce que les organisations kurdes ont souvent fait ça, hein, faire des marches qui commencent de Berlin, qui finissent à Genève ou à Strasbourg, etc. Alors, comment expliquer ce constat, et surtout si on compare les Kurdes à d'autres populations immigrées, et comment donc expliquer cet engagement si important en faveur de leur pays d'origine ? Comment analyser aussi, comment comprendre que ces mobilisations sont si homogènes d'un pays à l'autre en Europe ? Est-ce qu'on peut comparer aussi l'engagement des Kurdes franciliens, par exemple, avec l'engagement des Kurdes berlinois ou londoniens ou suédois, etc. Alors il faut d'abord remarquer que, contrairement à d'autres populations immigrées en France et en Europe, les Kurdes n'ont jamais été colonisés. Ou en tout cas jamais colonisés par une puissance occidentale. Par contre, ils ont subi effectivement, hein, le traité de Lausanne et donc les mandats britanniques et français en Irak et en Syrie. Il faut savoir aussi que les mobilisations kurdes en Europe sont surtout des mobilisations kurdes de Turquie. Ça ne veut pas dire qu'il y a, qu'il y a pas de Kurdes irakiens qui participent à ces mobilisations, mais de fait, c'est les Kurdes de Turquie qui ont été les plus actifs dans la rue durant ces 30 dernières années. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer, si vous voulez, que les mobilisations que l'on observe en Europe aujourd'hui, ce sont la composante transnationalisée d'un mouvement qui est originaire de Turquie. De ce point de vue-là, les organisations politiques jouent pour moi un rôle absolument central. Contrairement à ce que certains chercheurs ont pu dire, hein, en mettant en avant, par exemple, les régimes de citoyenneté dans différents Européens, le fait que les Kurdes ou d'autres populations soient plus ou moins intégrées, etc. Moi, je vais essayer de revenir beaucoup plus dans cette intervention sur le rôle des organisations. Et notamment, je vous parlerai beaucoup du PKK, qui est à l'origine, hein, des plus grandes manifestations en Europe depuis une trentaine d'années. Donc ça veut dire que la condition des immigrés, l'intégration, les politiques d'asile, les politiques d'immigration, etc., ont un rôle finalement assez secondaire dans l'explication de ces mobilisations. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en tenir compte, mais c'est quelque chose de secondaire pour rendre compte de ces mobilisations. Par contre, donc, il apparaît nécessaire de s'intéresser à la fois aux organisations politiques et puis finalement à ce qui se passe réellement en Turquie sur le terrain pour essayer de comprendre justement quel est le lien entre ces mobilisations en Europe et puis l'évolution du conflit en Turquie et au Moyen-Orient. Alors dans cette communication, je vais m'intéresser tout d'abord à la construction de l'identité kurde en exil et à l'engagement politique kurde, et je mettrai ça donc en relation avec la transnationalisation du mouvement kurde de Turquie. Et puis j'observerai dans un second temps le rôle du PKK pour essayer de comprendre comment il a cherché à homogénéiser la protestation en Europe, par-delà les frontières si vous voulez. Et enfin, j'observerai, je mettrai en évidence les temporalités et les formes des mobilisations, en montrant tout à la fois combien ces mobilisations sont liées à ce qui se passe au Moyen-Orient, et peut-être aussi en essayant de comprendre comment parfois les mobilisations à Paris ou à Berlin peuvent être également différentes. Alors, le mouvement kurde et les acteurs politiques de Turquie qui se développent en Europe à partir des années 70 ne trouvent pas un terrain vierge de toute mobilisation politique. Il faut bien voir que des organisations étudiantes kurdes existent depuis la fin des années 50 en Europe et surtout en Allemagne. Et là, c'est des associations kurdes de Turquie, mais surtout kurdes d'Irak au départ. Ce pas des associations très politiques à l'origine, mais c'est des associations qui vont politiser leur discours progressivement suite à l'évolution du conflit, des conflits kurdes au Moyen-Orient. Et puis, avec l'immigration massive, les Gastarbeiter qui arrivent dans les années 60 en Europe et en Allemagne, de nombreuses associations d'ouvriers turcs sont créées. Et les Kurdes, à ce moment-là, en fait, vont rallier
ces organisations d'ouvriers turcs parce que finalement elles ne se retrouvent pas forcément elles retrouvent pas une nécessité de créer des associations kurdes, spécifiquement kurdes. D'autant plus qu'à l'époque, le parti important dans les années 60 en Turquie, le parti de gauche qui défend un petit peu les revendications pro-kurdes, c'est le type le Türkiye İşçi Partisi, le Parti ouvrier de Turquie, qui est un parti composé à la fois de Turcs et de Kurdes, donc il n'y a pas de différenciation forcément entre Turcs et Kurdes. Par contre, le coup d'État de 1971 va changer la donne. Le coup d'État de 1971 en Turquie, avec l'arrivée en fait de nombreuses organisations politiques de Turquie qui vont finalement fuir la répression en Turquie. Alors, l'idée, c'est bien de continuer des activités politiques à l'étranger, parce qu'on ne peut plus le faire dans son pays d'origine, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le premier parti qui se transnationalise, le premier mouvement qui se transnationalise, c'est le mouvement de la droite radicale, le MHP, le MEP, qui donc arrive en Europe, lui, dès la fin des années 60. Et puis qui est, je crois, à la fin des années 60, le premier parti turc en Europe. Il est suivi, après le coup d'État de 1971, par toutes les organisations de la gauche radicale. D'abord par les organisations islamistes, donc ensuite la gauche radicale, et enfin, à la toute fin des années 70, par le mouvement kurde. Donc, effectivement, on est face à des organisations qui s'expatrient parce qu'elles ne peuvent plus avoir d'activité dans leur pays, mais on est aussi face à des organisations qui sont en concurrence, qui regardent ce que fait le voisin, et qui donc ne peuvent pas laisser le champ libre, si vous voulez, aux autres organisations. Donc si la gauche turque se transnationalise, c'est aussi parce que le MHP est le premier parti, donc la droite est très très forte, et donc ils ne peuvent pas laisser le MHP contrôler l'ensemble des populations originaires de Turquie en Europe. Alors deux phénomènes peuvent être observés en fait à ce moment-là. On a tout d'abord des associations d'ouvriers turcs qui deviennent finalement les branches politiques d'organisations interdites en Turquie. Et puis l'autre phénomène un petit peu inverse, c'est notamment quand les organisations politiques de la gauche radicale n'arrivent pas à infiltrer ou à rallier ces associations de travailleurs turcs, eh bien finalement là il va y avoir un deuxième phénomène qui est la création de nouvelles associations qui vont devenir de facto les branches politiques de ces organisations interdites. Donc ça c'est le cas par exemple pour des viols, pour le THKO, pour le TKP Mêlé, qui sont trois grosses organisations de la gauche radicale turque qui vont finalement créer en Europe leurs propres associations qui vont devenir leurs branches politiques. En ce qui concerne les organisations kurdes, elles se développent donc à la fin des années 70, comme je le disais, et puis elles vont là aussi rallier d'anciennes organisations ou en créer de nouvelles. Mais en fait, à la fin des années 70, en Turquie, il y a au moins une quinzaine de partis kurdes, tous plus radicaux les uns que les autres, certains prenant la lutte armée, etc., et d'autres non. Donc toutes ces organisations s'expatrient en Europe, mais au bout de 4-5 ans, il n'en restera plus que 2, parce que de fait, il va y avoir un mouvement de concentration, si vous voulez, qui va faire que seules 2 organisations, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan d'Abdullah Öcalan, et le PSK, le Parti socialiste du Kurdistan, vont survivre, si vous voulez, à cet exil un petit peu forcé. Alors, à la fin des années 70, c'est le PSK qui est ultra dominant en France et en Europe, mais après le coup d'État, et surtout après le lancement de la guérilla du PKK en 1984, c'est clairement le PKK qui va dominer et monopoliser l'espace de la cause kurde en Europe. Alors à la fin des années 70, on estime en fait qu'il y a à peu près plus d'1 million de personnes originaires de Turquie en Europe. Et donc, contrairement aux organisations palestiniennes, aux organisations iraniennes, aux organisations arméniennes sans doute, qui ont d'ores et déjà commencé à se mobiliser en Europe pour le soutien à l'Arménie, à ce qui se passe en Iran, ces organisations kurdes et turques, elles vont pouvoir mobiliser une large population
Et donc envisager leur combat sur le mode du mouvement social et pas uniquement sur le mode de petites actions violentes et spectaculaires comme ont pu le faire les Palestiniens dans les années 70. Alors mobiliser des soutiens, ça requiert l'identification ou la conversion d'une certaine population à une cause. Et selon moi, c'est donc le nombre élevé d'organisations rivales de Turquie établies en Europe qui est à l'origine de ces engagements nombreux et durables en faveur de la cause kurde. C'est-à-dire que c'est la compétition, la concurrence entre ces organisations qui va provoquer ces engagements. Donc, afin de comprendre la construction des identités kurdes en Europe, il est, selon moi, nécessaire de prendre en compte la variable organisationnelle, plutôt que de se fier donc, à des hypothèses un petit peu mécanistes comme le nationalisme longue distance, donc des choses qu'on connaît, c'est les théories du nationalisme qui ont été développées par Benedict Anderson. Il y a Ernest Gellner qui parle aussi de nationalisme de diaspora. Vous avez aussi tout un tas de chercheurs qui ont travaillé sur donc, les régimes de citoyenneté des différents pays pour expliquer que le manque d'intégration faisait par exemple qu'on avait plus tendance à s'engager en faveur de son pays d'origine. Bon, et ben moi, contre toutes ces hypothèses un petit peu mécanistes, je vais essayer de vous montrer que c'est vraiment sur le rôle des organisations qu'il faut s'attarder. Alors déjà, l'hypothèse des régimes de citoyenneté, elle cherche à comprendre pourquoi les Turcs qui deviennent kurdes et pas allemands ou français, par exemple. Mais elle ne répond pas à la question, cette hypothèse des régimes de citoyenneté, de savoir pourquoi les Turcs ils deviennent kurdes et pas justement yézidis, ou bien dersimli, c'est-à-dire originaires de Dersim, ou bien sunnites, ou bien alévis. Parce que les identités sont plurielles, sont malléables, sont fluides, et donc il y aurait tout à fait pu y avoir des identifications qui se fassent plutôt à un niveau plus local ou à un niveau religieux, etc. De fait, comme on le voit au début des années 80, c'est la variable ethnique qui l'emporte, et c'est justement vers la kurdicité que vont se tourner un certain nombre de Turcs d'origine kurde, ou bien de Kurdes déjà, mais peu mobilisés. Et donc, c'est clairement le travail politique des organisations qui est à l'origine de ça. Alors, il faudrait nuancer. Ce travail politique des organisations, il est lié aussi au coup d'État en Turquie et à l'arrivée de nombreux réfugiés très très politisés à partir des années en 1980, 1981, 1982. Et donc ça va permettre l'activation ou la réactivation de l'identité kurde en exil. Alors ça ne veut pas dire ça que la variable pays, elle est insignifiante, c'est-à-dire la variable France, Allemagne, etc. On sait par exemple que la Suède a accueilli de nombreux intellectuels kurdes, ou bien des artistes, etc., parce qu'elle a lancé une politique très favorable à ça. Et par contre, on sait aussi qu'en Allemagne, il y avait beaucoup de classes beaucoup plus populaires, parce qu'on avait cherché à faire venir des travailleurs, des ouvriers. Et en France, par exemple, on avait Madame Mitterrand, Bernard Kouchner aussi au début des années 90, et des choses comme ça qui ont fait que Gérard Chaliand, ou bien encore... Mais en Allemagne, il y avait aussi le vers Cohn-Bendit aussi, justement, qui explique aussi pourquoi à Francfort, ça se passe sans doute un petit peu différemment d'à Munich ou ailleurs. Alors, oui, et puis il faut sans doute prendre en compte, effectivement, les politiques étrangères des différents pays. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, parce que c'est l'Allemagne, par exemple, qui a collaboré le plus avec les institutions de sécurité turques autour de la gestion du PKK. C'est l'Allemagne qui a envoyé des armes, qui a toujours vendu des armes dans les années 90, sauf à certains moments, quand il y a eu des rapports, effectivement, par exemple, du Parlement européen, etc. L'Allemagne a décidé finalement de suspendre ses ventes d'armes, mais elle a toujours vendu des armes à la Turquie. Ce qui l'a fait aussi prendre beaucoup plus pour cible, si vous voulez, que la France, par exemple, durant les années 90. Mais alors, cette variable pays, elle est importante, mais surtout, ce qui me semble, c'est qu'elle est médiée, finalement, par les lectures des organisations politiques. C'est justement ces organisations politiques qui vont lire ces différentes variables et qui vont les retraduire auprès de la population kurde. Donc ça
ça incite finalement à complexifier une distinction qu'on voit souvent en littérature sur les migrations, la distinction entre immigrant politics et homeland politics. Donc immigrant politics, ce serait toutes les mobilisations en faveur de la condition des immigrés, et homeland politics, ce serait les mobilisations en faveur du pays d'origine. En fait, je pourrais y revenir dans la discussion, la réalité est quand même beaucoup plus complexe et on peut tout à fait s'engager dans les deux sans qu'il y ait forcément de contradiction entre ces deux engagements. Alors, les premières actions des Kurdes de Turquie en Europe, elles remontent à 1981, mais il faut attendre 1982 pour voir les premières mobilisations du PKK. Pourquoi 1982 ? Parce que en fait, c'est à ce moment-là que le PKK envoie ses premiers cadres organiser la protestation en Europe. Et alors, 1982, ça s'explique aussi. Pourquoi ? Parce que on a le coup d'État de 1980 en Turquie et puis de nombreux réfugiés très politisés qui arrivent à ce moment-là. Et puis il faut réinsérer justement les mobilisations kurdes en Europe dans ce que j'appelle l'espace des luttes de libération nationale en Europe, qui comprend, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois les Arméniens, les Palestiniens, etc. Et qui constitue justement un exemple à suivre ou à ne pas suivre pour les organisations kurdes. Alors, les premières organisations de Turquie qui commencent à se mobiliser, c'est les organisations de la gauche radicale turque. Le PKK, lui, il est issu de la gauche turque aussi. On peut l'observer, parce que c'est un parti qui naît en 1974, qui est d'abord très très proche de Devyol, et puis qui progressivement va se construire comme parti autonome. Mais c'est un parti qui ressemble fortement à Devyol et à d'autres partis, et il ne peut pas rester en dehors de ces mobilisations-là. Donc ça va l'inciter effectivement à se mobiliser également. Le PKK, il a aussi des liens très importants avec l'OLP et la Salah. Avec la Salah, ils ont par exemple organisé au tout début des années 80 un attentat en France qui d'ailleurs, moi je doute que le PKK l'ait réellement organisé, mais il y a eu une petite collaboration au tout début des années 80. Et puis, il y avait une collaboration avec l'OLP, notamment. Tous les premiers guérilleros PKK ont été formés par l'OLP au Liban, au tout début des années 80. Et la première guerre du PKK, c'est pas du tout contre la Turquie, c'est contre Israël, en 1982. Et il y a un certain nombre de cadres du PKK qui perdent la vie, d'ailleurs, à ce moment-là. Ce qui fait que le PKK va suivre l'exemple de l'OLP, va suivre l'exemple de la Salah, tout en se différenciant également de ces deux organisations qui sont un petit peu en perte de vitesse au début des années 80. L'OLP parce qu'ils ont fait des actions très très spectaculaires et très violentes et qui sont considérées réellement comme des terroristes. La Salah aussi parce qu'à partir de, je sais plus si c'est 82, l'attentat 83, l'attentat d'Orly, de fait là vous avez 13 morts je crois, je sais plus, 8 morts. Ah oui. C'est février 82 ? Orly 83. Oui. Mais bon, de fait, pour le PKK, il faut se différencier de ces organisations-là qui sont clairement sur le déclin, finalement, d'un point de vue politique. Et donc, va s'instaurer, finalement, une division tacite du travail entre le PKK et le PSK. Le PKK va mobiliser dans la rue, faire des manifestations, etc. Et le PSK, qui a perdu, si vous voulez, le monopole de la cause kurde dans la rue, va faire beaucoup plus de travail de lobbying, va garder des liens plutôt de diplomatie avec les chancelleries, et puis va chercher aussi à inciter les immigrés kurdes à s'engager dans la vie politique de leur pays de résidence, à s'intégrer, si vous voulez, pour ensuite faire avancer la cause kurde, mais à un autre niveau que le niveau protestataire. Alors, la transnationalisation, elle provoque une vraie fragmentation des mouvements originaires de Turquie en Europe. Et donc, tous les partis sont un petit peu confrontés à cette fragmentation et ils vont devoir chercher à homogénéiser l'espace de leur cause. Et ça, c'est surtout vrai pour le PKK qui va créer, au tout début des années 80, un certain nombre de dispositifs pour homogénéiser la lutte au sein
de tous les pays européens. Donc on a par exemple des publications qui sont créées en 83-84, qui sont diffusées à l'échelle européenne. Vous avez une branche politique européenne qui est créée. Vous avez une multitude d'associations transnationales qui sont créées, qui se fédèrent également à l'échelle européenne. Tout ça fait que vous avez toute une structure qui va permettre de contrôler, d'inciter, si vous voulez, toutes les associations qui seront à peu près une cinquantaine à la fin des années 90 à aller dans le même sens, pour éviter à la fois les déviances, les dissidences, les trahisons, etc. Et donc l'espace et le temps de la protestation vont être homogénéisés, avec aussi de nombreuses manifestations qui ont lieu le même jour, par exemple, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez spécifique aussi, parce que vous pouvez avoir une cinquantaine une cinquantaine d'actions le même jour, à la même heure, dans tous les pays européens. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, il y a aussi des marches transnationales qui sont très souvent organisées et qui servent là à marquer, à fabriquer un territoire, si vous voulez, à marquer symboliquement un territoire et à connecter aussi des espaces qui n'auraient pas forcément de lien entre eux si on ne les connectait pas comme ça. Et tout ça a permis en fait au PKK de mieux contrôler ses militants et de développer une nouvelle forme d'activisme. Et c'est là-dessus que je vais revenir là-dessus si j'ai bien le temps. Encore 10 minutes. Ouais. Alors, toutes les organisations de la gauche radicale turque s'inspirent du modèle léniniste, guévariste et fanoniste du militant. Alors en particulier justement des viols, mais seul le PKK va placer ça au centre de sa lutte à partir du début des années 80. Et après l'établissement dans la BK au Liban de l'académie Massoum Korkmaz, qui est l'académie politique et militaire du PKK, un centre de formation si vous voulez, eh bien un modèle du nouveau militant va être exporté dans toutes les branches de l'organisation et dans tous les espaces où elle est active. Alors ce nouveau modèle de militant, il constitue il s'adresse surtout aux militants clandestins, mais il constitue finalement un idéal qui s'adresse à toute la population kurde dans son ensemble. Alors l'idée, c'est de créer un homme nouveau et une femme libre. Vous savez, tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la place de la femme au sein du PKK, c'est des idées qui commencent à partir de 86-87. Et donc de créer un homme nouveau qui serait à l'image de Öcalan. Alors cet homme nouveau, il est très discipliné, il doit aimer Öcalan, il doit se libérer du colonialisme turc, il doit renoncer au mariage, il doit couper tous les liens avec sa vie précédente, il ne doit pas fumer, il ne doit pas boire, il doit être habillé normalement, bien parler, etc. Bon, bref, l'idée c'est de formater un petit peu les militants. Et donc, après une formation politique de 6 mois, les militants sont évalués avec toute une série de dispositifs. Ça va de l'autocritique à la surveillance par les familles, puisque les cadres militants clandestins vivent dans des familles. Et c'est donc ces cadres-là qui vont être chargés d'organiser la protestation en Europe. Alors, les sites ou les lieux, si vous voulez, de ces mobilisations, ce sont les différentes associations pro-kurdes qui sont établis dans les différentes capitales européennes, et puis ailleurs que dans les capitales, il y en a une à Marseille, il y en a une ils n'ont plus de locaux à Bordeaux, mais ils vont en retrouver un, enfin bref, dans les grandes villes où il y a des Kurdes. Ces associations, ce sont d'abord des espaces sociaux. C'est là qu'on va boire un thé, qu'on rencontre des amis, qu'on peut apprendre le kurde, qu'on peut apprendre le saz, etc. Mais c'est aussi les lieux où s'organisent les mobilisations et les manifestations. Et c'est des lieux aussi qui vont permettre en fait de recruter, par exemple, des primo-arrivants, des gens qui viennent juste d'arriver, par exemple, de Syrie ou bien d'Irak il y a quelques années. Eh bien, c'est vrai que c'est un lieu à Strasbourg-Saint-Denis ici où vont passer les Kurdes qui arrivent directement de l'étranger. Et puis, on organise aussi des visites aux familles. Les visites aux familles, ça sert à financer la lutte. Et puis aussi parfois à persuader les parents d'envoyer leur fils ou leur fille dans la guérilla, dans les montagnes, pour soutenir le combat au Moyen-Orient. Donc on peut dire que dans ces associations qui n'ont rien de totalitaire,
mais je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce terme. Eh bien, en fait, vous avez tous les domaines de la vie sociale qui tendent à être un petit peu, à fusionner un petit peu. Les domaines politiques, les domaines culturels, le domaine social, etc. Et donc, sans que ce soit très coercitif, et pas du tout même, hein, c'est pas du tout coercitif, mais ces associations-là vont fonctionner comme quelque chose d'un petit peu total dans la socialisation des sympathisants du PKK. Et ça, ce contrôle organisé par le PKK a eu un impact sur les représentations politiques des Kurdes à l'échelle européenne, mais également sur la protestation en elle-même, et c'est là-dessus que je vais finir. Alors, comme je l'ai annoncé au début, la temporalité des protestations en Europe, elle est déterminée avant tout par les interactions entre le PKK et l'État turc au Moyen-Orient. Ces mobilisations, elles se sont par exemple accentuées dans les années 90, au moment de la sale guerre entre le PKK et l'armée turque. Et donc on peut remarquer dans les années 80-90 4 grandes vagues de mobilisation en Europe. La première grande vague de mobilisation, c'est en 1982. C'est au moment en fait où le moment des grandes grèves de la faim, notamment dans la prison de Diyarbakir. Ensuite, vous avez une deuxième vague de mobilisation, une grande vague de mobilisation qui a lieu en 86-87. Alors, ça, c'est lié aux premiers grands accrochages entre le PKK et l'armée turque, et puis aussi à la mise en place du système des Korucu, donc les gardiens de village, qui sont des milices pro-kurdes qui vont aider l'armée turque contre le PKK. La troisième grande vague, je vous en parlais à l'instant, c'est la sale guerre qui dure en gros de 92-93 à 1996. Donc là, c'est 24 000 morts en 3 ans, 1200 meurtres dont les auteurs sont restés inconnus, 3000 villages évacués et détruits. Donc on est vraiment dans quelque chose de très, très dur à ce moment-là. Et enfin, la dernière grande vague, elle est un petit peu spéciale, c'est la vague de 1998-1999, qui ne correspond pas finalement à de grands échauffourées au Moyen-Orient, mais qui correspond à à la fuite de Djalan de Syrie, et puis à son arrestation et sa condamnation à mort en juin 1999. Alors, il n'y a pas d'automaticité, si vous voulez, entre ce qui se passe au Moyen-Orient et la mobilisation en Europe. Faut pas considérer que c'est automatique. Ce qui est important, c'est que ce qui se passe au Moyen-Orient est médié, là encore, par ce qui va se passer avec les autorités à laquelle on s'adresse. Par exemple, la grande vague de 93-96, elle est aussi liée à l'interdiction du PKK par la France et l'Allemagne en 1993. Et donc, elle va amener, si vous voulez, de nouvelles mobilisations encore plus fortes pour montrer que malgré l'interdiction, eh bien, on est toujours là et on est toujours mobilisé. Alors, les statistiques que j'ai compilées je pourrais vous parler un petit peu de comment j'ai fait, que j'ai compilées sur les protestations kurdes en Europe, elles ne montrent aucune corrélation entre les rythmes politiques des pays de résidence et les rythmes politiques de la protestation kurde. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de corrélation avec, par exemple, les élections qui se passent en Allemagne, le passage avec un gouvernement de droite ou de gauche. Il n'y a pas de corrélation avec les rythmes politiques qu'on peut retrouver en France, par exemple. On sait, par exemple, qu'en France, en juillet-août, il ne se passe pas grand-chose. Pendant les vacances, donc, il se passe moins de choses. À d'autres moments, après les élections, souvent, il y a une période aussi de latence où les manifestations sont moins nombreuses. Bon, on n'observe rien du tout de tout ça. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les manifestations, elles ont beaucoup plus lieu la semaine, alors qu'en France, les manifestations ont beaucoup plus lieu le week-end. Ce qui montre justement l'urgence en fait de se mobiliser et l'urgence c'est une réponse à ce qui se passe clairement, à ce qui se passe au Moyen-Orient. On observe aussi plus de manifestations entre mars et septembre entre mars et août, qu'entre septembre et février. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est aussi le temps de la guérilla. La guérilla, elle est active beaucoup plus au printemps et en été qu'en hiver, qu'en automne et en hiver. De même que la contre-insurrection, d'ailleurs.
Et enfin, ce qui est important de voir aussi sur la question de la temporalité et des rythmes, c'est que le PKK, avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur sa volonté d'homogénéiser l'espace de la cause kurde, a réussi à imposer son propre agenda politique. L'anniversaire de Jalan donne lieu à des manifestations. Quoi d'autre, l'anniversaire du début de la guérilla aussi. Le coup d'État du 12 septembre donne lieu à des manifestations. L'anniversaire d'Alapcha également, etc., etc. Vous avez ainsi, on peut essayer de les compiler, à peu près 4 ou 5 dates par mois qui sont l'occasion justement de manifestations. Donc vous avez un agenda politique qui est absolument propre à cette organisation et qui montre en fait l'extrême capacité du PKK à organiser le temps de sa lutte. Et la même chose est vraie pour les formes prises par les mobilisations, c'est-à-dire ce qu'on appelle le répertoire d'action du PKK. Au début des années 80, le PKK va se créer son propre répertoire d'action. C'est environ 14 modes d'action différents qui vont du défilé à la grève de la faim en passant par l'occupation de locaux par exemple. Et ce répertoire d'action, il est similaire dans tous les pays européens. Alors comment il va constituer ce répertoire ? Eh bien, il va s'inspirer de ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'espace des luttes de libération nationale en Europe, parce que par exemple, les Palestiniens avaient déjà fait des occupations de locaux, chose qui était absolument inconnue en Turquie à l'époque. Par contre, les grèves de la faim, clairement, elles sont importées de Turquie, parce que c'est en 82 qu'on fait des grandes grèves de la faim dans les prisons turques, et donc c'est quelque chose qu'on va ensuite utiliser en Europe, mais en dehors de la prison. Donc ce répertoire, il est semblable à tous les pays européens et surtout, il est utilisé dans des proportions très très similaires. C'est-à-dire que si on regarde sur les 20 ans, vous avez, je ne saurais plus les chiffres, mais si vous avez 20% de défilés sur l'ensemble des modes d'action utilisés, c'est la même chose dans tous les autres pays. Et les variations de la structure de ce répertoire varient également de manière très similaire en Allemagne, en France et en Suisse par exemple. C'est-à-dire que l'utilisation de modes d'action plus violents, comme par exemple des affrontements avec la police, arrive en même temps dans presque tous les pays européens. C'est à partir de 1993 que ça devient un petit peu plus violent, parce que là, vous avez réellement des accrochages avec les forces de sécurité, avec parfois d'autres groupes, turcs en l'occurrence. Donc c'est quelque chose qui est très similaire dans tous les pays. Par contre, on observe un plus grand recours aux attaques incendiaires en Allemagne, et vraiment dans des proportions très très élevées. Alors ça, comment ça s'explique ? On pourrait se dire, non, en fait, la variable pays, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle n'est pas si importante que ça, il faudrait la ramener au premier plan. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Allemagne, elle compte le plus de Kurdes en Europe. Il doit y avoir environ 500 000 Kurdes en Europe aujourd'hui. Et puis c'est là que les organisations politiques y sont les plus puissantes. Que ce soit les organisations de la gauche radicale turque, les organisations de la droite radicale, les organisations islamistes. Et d'ailleurs, c'est en Allemagne qu'ont eu lieu récemment des heurts assez importants entre islamistes et kurdes, justement. Donc c'est le lieu où il y a le plus de compétition entre les différentes composantes des migrants originaires de Turquie. Et donc ça explique en fait cette utilisation des cocktails Molotov plus importante qu'ailleurs, parce que en fait on remarque que la cible des cocktails Molotov, elle n'est jamais ou très rarement, elle ne concerne que rarement les institutions allemandes, elle concerne beaucoup plus des lieux liés à la Turquie, que ce soit des banques turques, des consulats, ou bien tout simplement des kebabs tenus par des groupes opposants. Donc, ça me permet de dire que c'est bien l'observation microsociologique des interactions entre les différents protagonistes qui permettent de dépasser en fait un petit peu les approches trop structurales et trop mécanistes liées au régime de citoyenneté. Alors en conclusion, je voudrais revenir sur ce qui était le titre de mon intervention au départ, c'est-à-dire l'influence des Kurdes d'Europe sur l'évolution du conflit en Turquie. Alors du point de vue de l'influence de ces mobilisations, on peut noter par exemple que la question kurde a été la question la plus la question kurde a été la question étrangère la plus débattue au Bundestag dans les années 80 et 90. Si on a parlé d'une question étrangère, c'est celle de la question kurde. Donc clairement, là, il y a un effet quasiment direct, alors qui est lié aussi à l'internalisation du conflit
kurde en Allemagne, hein, parce qu'on a souvent considéré dans les médias allemands, par exemple, que les Kurdes importaient ou exportaient les problèmes qu'ils avaient en Turquie et qu'ils les ramenaient en Allemagne, et que c'est ça qui posait problème. Mais de fait, vous avez vraiment de nombreuses discussions au Parlement allemand qui a concerné la question kurde. De la même manière, il faudrait voir toutes les résolutions du Parlement européen ou bien de l'Assemblée générale du Conseil de l'Europe à propos des Kurdes de Turquie. Donc je pense là aussi qu'on a une corrélation assez forte entre ces phénomènes. Et puis, le renouveau culturel kurde qu'on observe aujourd'hui en Turquie est aussi lié à 20 ans en fait, de renouveau culturel en Europe, que ce soit en ce qui concerne la littérature, la musique et autres. Les Kurdes avaient une liberté en Europe qu'ils n'avaient pas du tout en Turquie durant les années 80 et 90, et on peut dire que c'est quelque chose qui les sert aujourd'hui, qu'il est un petit peu plus facile de se mobiliser en Turquie. Mais il faudrait mentionner aussi, si on veut considérer cette influence, tout le travail qui n'est pas à l'origine du PKK, pour le coup, et qui a été fait soit par le PSK, soit par l'Institut kurde de Paris, dont Kendall Nezan devait nous parler. Je ne sais pas si... D'accord. Alors, l'Institut kurde, en fait, est à l'origine d'une des plus grandes transformations du champ politique turc au début des années 90. C'est lié, en fait, à la conférence de Paris qui a été organisée sur la question kurde et qui conduit à l'exclusion d'un certain nombre de députés du SHP en Turquie, et ces députés, en fait, quand ils sont exclus, vont créer le premier parti pro-kurde légal de l'histoire de la Turquie. Ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental pour essayer de comprendre aussi pourquoi on en est là aujourd'hui, parce que le HEP est créé en 1991 et aujourd'hui encore, le BDP est un des nombreux successeurs du HEP, nombreux successeurs parce que les partis sont régulièrement interdits et que on crée un nouveau parti et puis tout le monde le rejoint et puis on continue la lutte. Donc c'est aussi de ce point de vue-là que l'Europe est importante. Et donc, toutes ces mobilisations ont eu et continuent d'avoir un impact important sur le déroulement et la résolution de la question kurde en Turquie. Merci beaucoup de votre attention. Bon, je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter pour commencer la séance, donc je vais le faire maintenant pour dire qu'Olivier Grosjean est maître de conférence en sciences politiques à Aix-Marseille, en ce moment détaché au CNRS pour ses recherches, et qu'il vient de sortir un livre en co-direction qui s'appelle « Identité politique de la différenciation culturelle au conflit », et donc c'est un ouvrage qui compare 3 situations, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, et ça vient de sortir aux presses de Sciences Po. Voilà, donc pour commencer la discussion, là on a un cas, disons, d'études très précis d'une diaspora et comment elle s'organise et comment elle fonctionne. Je crois qu'on n'en a pas beaucoup pour les gens dont nous avons parlé aujourd'hui et que ça manque. Je veux dire qu'il faudrait multiplier les études de ce genre-là, mais c'est peut-être plus facile dans votre cas, dans la mesure où c'est plus facile d'étudier une diaspora qui est bien organisée, bien structurée, avec des institutions bien visibles que pour d'autres qui le sont moins. Il faudrait peut-être certainement aller voir aussi du côté de la question de l'organisation interne et pas simplement se situer au niveau de l'identité culturelle un peu vague ou même de la question du régime de citoyenneté, et pour les minorités chrétiennes, le régime des cultes dans les différents pays aussi. Même cette question-là n'est pas étudiée, mais je pense qu'elle ne suffit pas, qu'il faudrait aussi voir après concrètement les types d'organisations qui existent, et je crois que ce travail-là n'est pas trop fait. Peut-être qu'il l'a fait un peu pour les Arméniens, mais certainement pas pour les autres. Voilà, j'avais sur votre exposé, je voulais aussi faire des remarques. Kassab, c'est un peu un lieu de mémoire arménien, mais quand j'y étais en 2009, j'ai eu l'impression que l'immobilier était arménien, mais que les habitants étaient alaouites. L'été seulement. J'étais pas en été. J'étais au printemps, j'étais en mai. Il y avait presque personne, et tout m'avait l'air gardé par des alaouites.
On voyait bien que l'immobilier était arménien, que les Arméniens qui s'étaient enrichis ailleurs construisaient dans ce joli petit village des horribles tours. Il y avait au centre de Kassab les Twin Towers, dont le propriétaire arménien était très fier. Donc un endroit complètement saccagé par rapport à ce que j'avais connu 10 ans avant. Mais il y avait très peu d'Arméniens. J'ai habité chez une Arménienne dont toute la famille était dans le Golfe. Voilà, ça c'était la première chose. Deuxième chose, vous avez vous-même dit pourquoi l'Arménie était solidaire du régime syrien, parce qu'elle est alignée sur la Russie. Donc, et là, j'ai envie de poser une question encore supplémentaire. Est-ce que les orientations idéologiques des Arméniens des années 70-80 à gauche ne continuent pas à jouer jusqu'aujourd'hui sur le choix du régime d'Assad, parce que je pense aussi aux Grecs orthodoxes et Grecs catholiques qui ont fait un choix de gauche nationaliste arabe et qui finalement, face à l'éclatement de la Syrie, n'ont pas de paradigme de rechange, restent prisonniers un peu de ce schéma du temps le Baas est arrivé au pouvoir. C'est pas la même grille de lecture. C'est pas trop la même grille de lecture que les Grecs orthodoxes. Déjà parce que les Arméniens constituent une exception dans cette région, car au même titre que les Kurdes, ils sont une minorité ethno-confessionnelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'arabité comme socle commun, oui, je sais bien. que le régime de Damas. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un pacte tacite qui a été scellé en 67, quand le régime néo-baathiste assez, on va dire, assez bouillonnant du général Salah Chedid, qui a décidé donc de nationaliser tous les établissements privés, les Arméniens ont failli perdre leurs écoles. Ça a été un élément très difficile, très douloureux. Ils ont pu le sauver grâce à l'action d'un député qui s'appelait Klikol Ebligatian, qui était le conseiller de Hafez al-Assad pour tout ce qui était les affaires soviétiques. Moi, je pense qu'il y a plutôt un vide idéologique pour la seule et bonne raison que l'essentiel des cadres intellectuels de la diaspora arménienne de Syrie sont partis dans les années 60 au Liban. Donc on ne peut pas parler au Liban et en Europe. Donc malheureusement, on ne peut pas parler, si vous voulez, d'une réflexion de ce que serait le vivre ensemble, la citoyenneté. On ne peut pas parler de citoyenneté arménienne de Syrie. Moi, je pense plutôt qu'on était encore dans ce régime précaire pas de dhimmi, non, mais de minorités protégées. Et Assad, avec beaucoup de cynisme, a réussi à maintenir cette allégeance. Donc, je pense que c'est pas la bonne grille de lecture. En fait. Et sur l'alliance, le rôle de la Russie dans cette affaire ? Bon, si vous voulez, la Russie, c'est le parrain. Oui, l'image de la Russie est très positive dans les rangs arméniens de Syrie, parce que il y a encore... vous ne verrez pas de portrait de Staline comme il y avait chez les Grecs orthodoxes de Syrie dans les années 50. Ça, non. Mais les relations... Il n'y a pas de russophilie comme il n'y a pas d'arabophilie, quoi, si vous voulez. Non, mais je veux dire, si l'Arménie est alignée sur la Russie, c'est normal qu'elle continue à avoir des relations diplomatiques avec Assad, qu'elle ne rompe pas avec Assad, etc., puisque c'est la politique. Non, mais il y a une politique arabe de l'Arménie. Il y a une politique. Alors, la politique arabe, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est lors du conflit du Haut-Karabakh, qui a duré de 88 à 94, l'Azerbaïdjan, qui était membre de l'organisation de la conférence islamique, a essayé de gagner à sa cause tous les pays du monde arabo-musulman. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est passé deux choses. Déjà, la Syrie, qui est un des premiers pays à avoir reconnu l'indépendance de l'Arménie en 92, a livré une aide humanitaire sans précédent de plusieurs milliers de tonnes de blé à l'Arménie, qui était en fait dans un état de blocus étouffant, puisque la Turquie, en solidarité avec son frère turcophone azéri, maintient un blocus qui étouffe l'économie de l'Arménie, maintient la frontière fermée. Et donc les liens culturels et d'amitié arméno-arabes sont conséquents et sont ancrés sur une base réelle, que ce soit avec l'Égypte, où il y a une ambassade arménienne assez active, avec le Golfe, avec le Koweït, avec les Émirats arabes unis, avec la Syrie. Donc je pense que la politique étrangère, la question syrienne vue d'Erevan n'est pas dictée par des impératifs, par une pression russe. Je pense qu'il y a un agenda vraiment arménien vis-à-vis des Arabes. Pas seulement en tout cas. Ça contribue, mais c'est pas un fait déterminant. Mais on va passer la parole à la salle. Vous avez certainement des questions pour les deux intervenants.
Monsieur. Dans les manifestations kurdes, j'y étais souvent, j'ai fait beaucoup de manifs pour d'autres sujets, sur l'embargo en Irak. On voit quand même, par rapport à d'autres manifs, beaucoup plus de familles complètes. La femme, la belle-mère et les enfants. C'est peut-être pour ça aussi qu'à mon avis, ils font des sorties, surtout au printemps et en été, parce que le temps est meilleur. À mon avis, ça doit jouer. Mais il y a un point que j'aimerais éclaircir. Est-ce que vous avez des informations de l'intérieur? On dit, enfin j'ai lu, dans des gens qui sont parfois opposés au mouvement kurde, que les cotisations aux associations, souvent culturelles, sont un peu obligatoires, disons. Il y a des pressions assez fortes pour que les gens cotisent. Donc, est-ce que vous avez des informations réalistes là-dessus? Oui, alors pas des informations directes, mais oui, globalement, c'est un peu comme à lutte ouvrière, on doit verser 10% de son salaire, enfin de ses revenus annuels à l'organisation, quoi. Et parfois, on incite un petit peu les gens à verser de l'argent. Après, voilà, il y a dû avoir des fois où ça n'a pas très bien tourné, mais de fait, globalement, dans la plupart des cas, les dons, ils sont libres et voilà, volontaires. Et volontaires, oui. D'autres questions? Oui. Une question pour Tigrane. Au sujet des yézidis, quand tu disais que en général ils ne veulent pas être qualifiés de Kurdes, je sais que ça pose des problèmes d'enregistrement là-bas très concrets. Quand on est sorti de l'Union soviétique, on a donc redéfini les nationalités, parce qu'en Union soviétique, il y avait la citoyenneté soviétique et la nationalité ensuite de chacun. Et je voulais savoir, les yézidis d'Arménie, avec quelle nationalité? Est-ce que tu sais s'ils étaient arméniens en tant que... Alors, il y a deux problèmes. Eux, ils se revendiquent de citoyenneté arménienne, mais ils font pression auprès des autorités arméniennes pour que leur nationalité soit enregistrée comme yézidi. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Officiellement, ils ont deux noms de famille. Ils sont obligés d'avoir un nom en consonance arménienne, qui finit par Rian. En général, c'est Temoyan. On a beaucoup d'Yézidis qui s'appellent Temoyan, tout un clan. Et à côté, ils ont un nom kurde, le nom de leur père. Donc, on a beaucoup de Yézidis qui portent deux noms. Après, ils sont au niveau de la référence, de l'appartenance, ils sont un peu dans une zone grise, parce qu'ils considèrent qu'ils sont les pères, les ancêtres des Kurdes. Et alors, il y a toute une historiographie yézidi qui scientifiquement ne tient pas beaucoup la route, mais qu'on doit au président de l'Union des Yézidis d'Arménie, qui est un ancien apparatchik, qui s'appelle Aziz Temoyan justement, et qui est l'auteur d'une espèce d'histoire des Yézidis un peu farfelue, qu'il vend à tous les gens qui viennent le rencontrer. Donc cohabitent en Arménie deux structures yézidis. Une structure traditionnelle vieillissante qui a complètement cooptée par le pouvoir arménien. Vous savez que les élections en Arménie depuis 1996 sont toutes faussées, il y a beaucoup de fraude électorale, et les yézidis sont cooptés, donc sont invités à voter à plusieurs reprises pour le candidat du pouvoir. Donc il y a une cooptation par le pouvoir arménien de ces yézidis-là. Et à côté, il y a une nouvelle garde, une nouvelle génération des yézidis d'Arménie qui émerge et qui essaye de porter des revendications d'ordre culturel. Le principal souci aujourd'hui que rencontre la communauté yézidi, c'est le premier. Il n'y a pas de cadre. Dans les temples, les cheikhs, les pires yézidis sont très mal formés. La langue yézidi est parlée, c'est le Kurmanji, à peu de nuances près, mais c'est le Kurmanji qu'on parle en fait dans les régions de Soleimani, dans l'est du Kurdistan irakien. Mais le support écrit, c'est le cyrillique, c'est l'alphabet cyrillique ou l'alphabet latin. Ce qui pose un problème parce qu'ils ont besoin de profs de Kurmanji, mais eux, ceux qui viennent d'Irak, leur alphabet est l'arabe. Enfin, c'est l'alphabet persan arabe. Donc ça pose un souci aussi pour faire venir ces cadres. Troisième souci, c'est que il y a une dizaine d'écoles, une dizaine d'établissements scolaires à peu près yézidis en Arménie. Les cours de religion sont obligatoires, chrétiennes. Ces cours, officiellement, l'intitulé, c'est pas cours de religion, mais c'est Histoire de l'Église apostolique arménienne. Mais il n'empêche que dans le programme de cette histoire, il y a tout un volet religieux catéchistique. Et ça aussi, ça pose problème pour beaucoup de yézidis, parce que, si vous voulez, ils connaissent mal leur religion, qui est assez complexe. Il y a 2 livres saints. Donc, aujourd'hui, malheureusement, c'est le principal défi, c'est la transmission des valeurs spirituelles, la culture, même si la langue est maintenue.
Ils étaient mieux lotis à l'époque soviétique. Complètement, et ils regrettent avec nostalgie, puisque 40% des Yiddish ont quitté l'Arménie soviétique depuis 91. On en retrouve une 30 000 à peu près en Géorgie, mais maintenant vous les trouvez en Allemagne, vous les trouvez en France. Donc ils ont une diaspora aussi. Je voulais vous poser la question de la langue, justement, par rapport à... On vient de parler des langues. Est-ce qu'il y a une politique de la langue au PKK et comment ça se traduit ? Jusqu'à la fin des années 90, le turc est clairement la langue la plus parlée au sein du PKK, la langue de travail. Oui. Et puis, pour différentes raisons aussi, c'est que alors il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le kurde, et puis vous avez aussi parfois des dialectes kurdes qui sont difficilement compréhensibles par différents militants. Ça change. Enfin, alors il y avait malgré tout, par exemple dans la guérilla, des cours de kurde qui étaient donnés, et puis ça change aussi depuis en fait que le PKK c'est un petit peu transfrontaliérisé au Moyen-Orient à la fin des années 90, au début des années 2000, avec la création, comme vous le savez, du PID en Syrie, du PCDK en Irak et du PJAK en Iran. Du coup, il me semble aujourd'hui que la langue est beaucoup plus le kurde qu'auparavant. J'aurais une question à vous poser. Par rapport à la mouvance du PKK en Grèce, qu'est-ce qui a changé après la crise ? Toujours, Athènes avait une politique assez... on va dire audacieuse et assez bienveillante à l'égard du PKK, qui était très actif et très mobilisé dans les banlieues d'Athènes, à l'aune de la recrudescence des mouvements extrémistes. Comment évolue la mouvance kurde en Grèce et la politique kurde du gouvernement grec? En fait, j'ai pas trop d'informations récentes là-dessus, en fait. Monsieur ? Je ne sais pas si j'ai bien entendu, M. Grosjean. Vous avez dit à un moment donné, les militants vont convaincre les parents à envoyer leurs fils et à leurs filles, etc. Est-ce que ce sont les parents qui décident ou les enfants? Je n'ai pas très bien compris pourquoi on va voir les parents pour envoyer les enfants. En fait, il y avait une règle un petit peu tacite au sein de la mouvance PKK dans les années 90, qui était que chaque famille devait donner un de ses enfants à la guérilla. Alors, il y avait plein d'engagements volontaires, il y avait des enfants qui partaient sans l'aval de leurs parents, et il y avait aussi, effectivement, parfois, des désignations d'enfants, c'est-à-dire qu'on désignait quel enfant partirait. Donc là encore, il faut pas faire des généralisations hâtives et abusives, mais de fait, parfois on a incité vraiment les parents, on les a incités à laisser partir leurs enfants, d'autres fois à convaincre leurs enfants de partir, et d'autres fois c'était juste des réunions, des visites aux familles qui étaient un peu de la routine comme ça pour prendre des nouvelles, etc. Parce que la famille était de toute façon déjà très liée à la cause et que pour elle ça posait aucun problème qu'un de ses enfants parte se battre dans les montagnes du Kurdistan. La répression a joué un rôle très important aussi, notamment les villages de montagne qui ont été vidés de leur population, la création de ghettos, de villes nouvelles comme à Diyarbakir ou ailleurs, qui a engendré en fait une sorte un terreau propice pour le recrutement. Tout à fait, ouais. Qui veut intervenir, poser une question? Madame? La table ronde était intitulée « Partir ou rester ?» et ça m'aurait intéressé qu'on aborde la question. Concernant les Arméniens de Syrie, la question est opiniâtre parce que il y a deux discours. Donc le cœur veut rester, la raison veut partir. Toujours est-il que ces communautés arméniennes de Syrie et aussi du Liban sont considérées à juste titre comme des communautés stratégiques. Pourquoi ? Parce que déjà historiquement, elles se situent à la lisière des territoires historiques de l'Arménie perdus après le génocide. Et donc dans les années 50, dans les années 60, quand les mouvements nationalistes arméniens renaient de ses cendres, il s'est radicalisé avec la lutte armée, la Zala, mais pas seulement la Zala. La question était d'organiser le retour
ces communautés arméniennes d'Iran, de Syrie, du Liban, sur les territoires historiques. Ça, c'est pour l'aspect géostratégique ancien. Toujours est-il que les principaux leaders religieux et politiques n'invitent pas les Arméniens de Syrie à quitter la Syrie. Ils disent on les aide s'ils viennent. Enfin, au Liban, en tout cas, les conditions sont chaotiques. Le Liban qui fait face à un défi sans précédent, 70%, ça a été dit par M. Bozarslan, 70% de la population de réfugiés. Les Arméniens, c'est une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau de trop. Hein, je veux dire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que les Arméniens du Liban sont divisés par rapport à la crise syrienne, puisque il n'y a plus de consensus comme pendant la guerre civile libanaise. À l'époque, la guerre civile libanaise, ils faisaient à peu près front commun. Maintenant, avec la fracture politique que connaît le Liban, divisé en deux grands courants, le 8 mars et le 18 mars de l'autre, le 13 mars, les partis politiques arméniens sont divisés eux-mêmes. Donc il y a le parti Tachnak qui continue à faire la pluie et le beau temps à Boutchamout, et rangé donc sur les thèses de Michel Aoun, allié de Michel Aoun, allié indirectement du Hezbollah et du régime syrien, qui invite les Arméniens à rester en Syrie, alors que les autres partis qui sont cooptés par le courant du futur de Hariri se disputent en fait. Bon, après, on peut pas parler de guerre froide, hein, comme c'était le cas dans les années 50 à Beyrouth entre Arméniens Arméniens pro-Arménie soviétique, Arméniens anti-Arménie soviétique, qui carrément se battaient entre eux. Mais oui, la question de partir ne fait pas du tout l'unanimité. Bon, pour toutes les autres communautés, hein, puisque vous devez avoir un exposé de Carole Larère qui n'est pas là, je prends la parole. Et le clergé, pour des raisons, j'allais dire idéologiques, essaye de faire en sorte que les gens ne partent pas. Mais bon, comment peut-on demander aux gens de rester dans l'enfer de Homs ou d'Alep aujourd'hui? Donc voilà. Évidemment, les gens qui sont partis ne reviendront plus. Ça, c'est évident. Mais après, il faut quand même dire qu'il y a une façon de partir plus ou moins. Il y a eu des retours. Hein. Non, et puis d'abord, il y a des gens qui font des allers-retours. Au Liban, ça se voit beaucoup. Et puis quand on est parti, tout dépend de la nature du lien qu'on conserve avec le pays d'origine et avec la communauté d'origine. Je veux dire, on peut se fondre complètement dans la citoyenneté française ou canadienne ou autre chose, ou au contraire, on peut, en diaspora, maintenir un lien très très fort, et c'est une question importante. Tout le monde ne le fait pas de la même façon. Donc, on peut... Il y a des stratégies familiales, là. Oui. Je veux dire, le profil sociologique de ces Arméniens d'Alep, c'est des petits boutiquiers, des artisans, les classes moyennes. Du jour au lendemain, ils ont leurs revenus qui se sont taris. Leur bien, c'est pas des cash, en fait. Leur voilà, bien, c'est des au bout de détachés. 6 mois, c'était devenu invivable. Ils ont été obligés de partir pour manger. Ils sont arrivés ceux qui sont arrivés en Arménie étaient juste un bagage. Hein. C'est resté quelques terrible. semaines. Vous pensez rester quelques semaines, tant que ça se calme, mais ils sont Bon, on a répondu un peu. Oui. Allez-y. J'ai vécu en milieu rural en Syrie. Il y a des communautés arméniennes, hein, oui, notamment dans la mécanique, la photographie, enfin tout ce qui est artisanat un peu de pointe. Oui. Ils étaient présents à Selamiyé, à Mahardé, Oui. dans les villages. Oui, les garagistes, les photographes. Oui. Oui. Les mécaniques, hein. Voilà. Ramechne, colonie française. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, on va... Une autre, j'ai évoqué, pourquoi la Salah s'est créée à Beyrouth? Alors, la Salah, si vous voulez, c'est le fruit d'une rencontre entre un ancien militant arméno-irakien qui avait fait ses classes chez Wadi Haddad, donc FPLP, opération spéciale, et donc le contexte a fait qu'il était au chômage, donc il cherchait à créer sa propre organisation, parce que Wadi Haddad n'allait plus très bien, et donc il a rencontré quelques têtes brûlées d'intellectuels arméno-libanais. Donc, s'il n'y avait pas eu le contexte de la disparition de l'État libanais, dans le cadre de la guerre civile, plus un Arménien, on va dire, bien aguerri aux méthodes de terrorisme publicitaire, plus l'infrastructure et les besoins palestiniens, plus la bienveillance du KGB, qui était bien content d'avoir une organisation, entre guillemets, anti-impérialiste, la ZAN n'aurait pas existé, dans le cadre libanais.
Et c'est très intéressant de voir que 90% voire des effectifs de la Sala étaient des Arméniens du Moyen-Orient. Hein, les Arméniens de France, c'est pas des porte-flingues. Ils sont bien bons pour parler très bien, mais après quand il s'agit de passer à des actions violentes... La moitié était de Turquie quand même. De Turquie, d'Iran, et de Syrie, du Liban. Turcophone. Et juste faire la mention, beaucoup d'éléments du PKK sont d'origine arménienne, certains l'ignorent, et il existe beaucoup de militants aussi du Delsim, donc cette région en fait à Lévis, qui se situe à l'est d'Ankara, qui eux aussi sont des Arméniens alévisés et qui ont joué un rôle très important dans la guérilla en fait, maoïste de Tico, en fait, du DTP Millet, fondé un 24 avril, c'est pas une coïncidence, jour de commémoration du génocide arménien par un certain Ibrahim Kalpakaya, qui lui-même était d'origine arménienne. Donc ce serait bien de s'intéresser davantage à cette tranche de l'histoire et surtout prendre en considération que en fait on pensait que le mouvement arménien avait été décapité après 1915. C'est inexact puisque la présence arménienne en Turquie c'est pas qu'Istanbul. C'est après 1915 quand bien même l'Anatolie a été vidée des Arméniens. Il y a eu Et pour le Dersim, ils sont pas kurdophones, je crois. Il y a les deux. Ils sont plutôt turcophones. Les Azas. Il y a les Azas, oui. Une partie turcophone. Mais ils ont une langue spécifique aussi. Le Zaza. Oui. Ouais. Et puis d'autre part, il y a eu une répression très violente dans les années 30, 38. Je crois, contre... 38. Oui, c'est ça. Non, mais dès 1921 même, Gauche guérit. De toute façon, il y a toujours eu de la rébellion à Ertil depuis 1880. 21, 25, oui, après. 27, révolte d'Ararat. 25 révolte d'Ararat. Monsieur. Oui, à Strasbourg-Saint-Denis, justement, dont vous parliez, il y a chaque année une manifestation contre la non-élucidation d'une... Non, moins après. D'accord. Donc, contre la non-élucidation de l'assassinat de 3 femmes, qui s'est passé à Paris d'ailleurs, toujours non élucidé. Et puis chaque année, le même jour, la même date, toujours de la même façon, une manifestation inscrite dans un calendrier d'activités, d'actions. Et justement, je voulais que vous nous en parliez un peu, parce que ce n'est pas simplement spontané, c'est très très organisé, chaque année, le même jour, et presque les mêmes slogans, les mêmes banderoles, et inscrite avec d'autres manifestations toujours pareilles. Mais juste pour que vous nous en disiez. Oui, bah c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le PKK arrive réellement à créer et à imposer son agenda politique. Donc demain, il y a une nouvelle manifestation donc en faveur à la mémoire de ces 3 femmes et qui vont réclamer effectivement justice et puis qu'on punisse les coupables, etc. Donc je pense que c'est une des principales forces du PKK, c'est de pouvoir justement imposer son agenda, imposer son rythme, et puis ça sert aussi à tenir un petit peu les militants, parce que quand vous avez 4 ou 5 manifestations organisées dans le mois, eh bien vous faites faire des choses à vos militants, ils s'ennuient pas, quoi. Je veux dire, mais c'est pas que, on dirait que c'est comme ça, mais clairement, c'est. Il y a peut-être des raisons de manifester quand même. Là. Non, mais bien sûr, il y a des raisons de manifester. Mais ce que je veux dire par là, c'est que après, quand vous avez 4 ou 5 manifestations par mois, vous créez effectivement un rythme continu en fait de mobilisation. Oui, voilà. Et ça, c'est aussi important pour le PKK. Et ces 3 femmes, c'était des opposantes, c'était des militantes? Il y avait donc une fondatrice du PKK, il y avait une jeune activiste qui n'était pas qui n'avait pas un rang très élevé dans le mouvement, et puis une troisième, je sais plus trop. Stagiaire d'Allemagne. Oui. De fait, Sakine Janssaz était vraiment quelqu'un d'important au sein du PKK, et on sait aujourd'hui, il y a tout qui concourt pour dire que c'est les services secrets turcs étaient l'État turc derrière. Oui. Et alors après, à voir si c'est l'État turc en tant que tel, ou bien des cellules au sein des services du MIT, ou bien ça c'est assez compliqué de le définir. Mais de fait, il y a une source liée au gouvernement turc à l'origine. Oui. Bon,
les manifestants disent que c'est la réelle politique qui empêche que l'on élucide la question, même si on sait a priori... C'est compliqué. Le PKK au départ n'était pas... avant justement que les négociations qui capotent un petit peu avec l'État turc, le PKK n'a pas trop cherché, justement, ni fait trop pression pour qu'on trouve les coupables. C'est seulement quelques mois après, 2-3 mois après, quand ça a commencé à devenir un peu plus compliqué avec l'État turc, que là, ils ont commencé à redire il faut vraiment qu'on trouve les coupables parce que l'État turc doit être là-dessous, etc. Alors, je pense qu'il y avait à un moment donné un certain attentisme pour justement voir ce qui allait se passer, quoi. Mais aujourd'hui, de fait, c'est vrai qu'ils revendiquent clairement que les auteurs soient trouvés et punis. Comment se fait-il que des villes majoritairement kurdes ont voté à AKP aux dernières élections? Alors, on a un champ politique très très spécifique dans les régions kurdes de Turquie. C'est-à-dire que contrairement à toutes les autres régions, alors ça c'est les travaux de Nicole Watts, Gilles de Ronsoro, etc., c'est une région où il y a une réelle bipolarisation entre l'AKP et le BDP. Donc l'AKP, le parti au pouvoir d'Erdogan, et le BDP, le parti pro-kurde. C'est-à-dire que tous les autres partis ont été éjectés du champ politique. Vous n'avez plus l'extrême droite, vous avez plus donc le MHP, vous avez plus le GEP, donc le parti républicain du peuple, kémaliste, et vous avez vraiment cette polarisation-là. C'est ça qui explique aussi, alors sauf dans les régions mixtes, justement alévis-sunnites, où le GEP peut être encore un petit peu important, notamment dans le Dersim, ou bien du côté de Maraş, ou bien voilà. Et ça, ça conduit justement. Alors, le BDP est devenu donc fortement majoritaire dans toutes ces régions, a pris un certain nombre de villes, et l'AKP est son principal opposant et cherche justement à prendre des voix au BDP aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a cette polarisation très très importante qui n'existe que dans les régions kurdes de Turquie, puisque les autres partis n'ont pas. Et ça, alors pour moi, ça a des conséquences quand même assez importantes parce que ça vient donner de l'eau, du grain à moudre en fait aux revendications d'autonomie. Alors pas celles qui sont exprimées par le PKK, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'autonomie démocratique que revendique le PKK, elle n'est plus territoriale. C'est quelque chose qui ressemble au communalisme de Bookchin, c'est toutes les nouvelles théories de Jalan sur l'autonomie démocratique. Mais de fait, le BDP revendique encore aujourd'hui, lui, une autonomie qui serait d'ordre territorial. Et ça pourrait effectivement tout à fait s'envisager au regard justement de la spécificité du champ politique kurde actuel. Bon, en tout cas, pour comprendre quelque chose à la vie politique en Turquie, il faut être très fort sur les sigles. Bon, là, on a les prochains rendez-vous électoraux, donc juin 2015, c'est ça, les élections législatives. D'ici là, les pourparlers entre l'AKP et PKK qui étaient gelés après l'affaire de Kobane vont reprendre. Si j'ai bien compris, le projet d'Erdogan, c'est de réformer la Constitution pour avoir plus de prérogatives en tant que président de la République. Mais comme l'AKP n'a pas assez de voix pour atteindre le quorum nécessaire pour entamer cette réforme constitutionnelle, et que les négociations sont assez gelées entre les Kurdes et les Turcs, quelles seraient les concessions, à votre avis, que pourrait faire le gouvernement turc vis-à-vis des Kurdes? Et deuxième question, ça rejoint la première. Vous ne pensez pas qu'il y a un déplacement du centre de gravité de la question kurde vers Erbil et que l'enjeu, c'est vraiment reformer une entité turco-kurde sur la base de l'islam sunnite et voir disparaître les frontières des Sykes-Picot et pour un nouvel ensemble? Je ne sais pas, c'est lointain, mais c'est une option qui a été étudiée en Turquie, en tout cas. Alors, sur la première question, c'est assez difficile de répondre parce qu'on sait, il y a des négociations qui sont secrètes et puis il y a des choses qui sont publiques. Ouais. Parce que c'est de l'en-donnant. Hein. Oui. Le problème, c'est que on voit mal ce que Erdogan pourrait donner. Il va pas faire libérer Öcalan. Il va avoir beaucoup de mal à constitutionnaliser l'identité kurde.
inscrire cette identité kurde dans la Constitution. Il va avoir du mal à trouver une solution pour la démobilisation des guérilleros du PKK qui sont en Irak. Alors oui, on pourrait imaginer aujourd'hui qu'ils aillent tous en Syrie, pourquoi pas. Mais ce serait une solution. Mais bon, enfin voilà, est-ce qu'on pourrait imaginer le retour de ces guérilleros et leur installation civile dans leur région d'origine? Ce serait étonnant. Au départ, les seuls termes qui avaient été avancés, c'était que les guérilleros démobilisés pourraient partir en Europe, mais sans avoir juste jamais parlé avec les gouvernements européens. Du coup, c'est vrai que on ne sait pas trop jusqu'où ils peuvent aller. C'est assez compliqué. Mais ça va justement. Alors moi, justement, ça me conduit à me demander si vraiment Erdogan cherche à résoudre la question kurde. D'autant plus que sa véritable volonté, elle était de battre le BDP dans les régions kurdes de Turquie. Et il n'y arrive pas. Les dernières élections municipales et puis celles d'avant ont bien montré que le BDP, en fait, progressait encore. Alors l'AKP se maintient fortement, mais le BDP progresse et continue de progresser. Donc ils n'arriveront pas à gagner des voix au BDP dans les régions à majorité kurde de Turquie. Ce qui veut dire que, et c'est là que je rejoins votre deuxième question, c'est qu'à mon avis, le gouvernement d'Erdogan, depuis un petit moment, cherche en fait justement à contourner le PKK par le PDK, en faisant copain-copain avec le PDK. Et donc en fait c'est une manière de dire nous on est pro-Kurdes aussi, regardez, on reconnaît les Kurdes irakiens. Alors on les a pas trop soutenus au moment où Daesh a pris Mossoul, mais bon, malgré tout, on fait du commerce avec eux. Faut voir toutes les marchandises qui passent par la frontière. Il y a de vrais intérêts communs entre Erbil, oui, clairement, entre Erbil et puis la Turquie. Et ça s'est vu aussi justement dans les négociations qu'il y a eu justement sur Kobané avec l'arrivée de Peshmerga du PDK irakien. L'idée c'était encore d'évincer le PID pour que, pas d'évincer, mais en tout cas d'affaiblir le PID en envoyant des gens du PDK. Parce que de plus en plus, il y a une concurrence très très forte entre le PDK et le PKK dans à peu près, en Syrie et en Irak. Alors en Irak, c'est vrai que le PKK peut pas faire grand chose, mais on va pas non plus chercher à les déloger parce qu'ils tiennent le mont Kandil et tant qu'ils sont là, vaut mieux que ce soit eux plutôt qu'un autre groupe. Voilà, donc on va les laisser là, ils font pas trop de mal à personne, c'est très bien. Mais voilà, donc c'est vrai que on sent effectivement que la stratégie d'Erdogan là-dessus, elle est sans doute de contourner le PKK via le PDK. Oui. Bonjour. Il va falloir qu'on s'arrête aussi. Il y a une question derrière, monsieur. Il y a une communauté arménienne en Palestine occupée, notamment à Jérusalem. J'aurais voulu savoir ses relations avec les organisations palestiniennes et avec l'occupation. Alors justement, il y a des communautés arméniennes, puisque en 1948, les Arméniens, comme leurs compatriotes chrétiens, ont fui la Palestine, ont fui l'avancée, donc ce qu'on appelait non chrétiens, qu'on n'appelait pas les Israéliens, qu'on appelait les sionistes. Donc il y avait beaucoup d'Arméniens à Jaffa, notamment, donc là, à Haïfa, qui se sont retrouvés à Damas, au Liban. Donc la vraie rupture, c'est 67. Pourquoi ? Parce que jusqu'en 67, les Arméniens de Palestine allaient étudier à Beyrouth. Donc on a l'exemple d'un collègue éminent du professeur Kevorkian, le professeur Georges Niclian, qui enseigne à Jérusalem, qui est un éminent historien arméno-palestinien et qui fait ses études à Beyrouth. Alors le souci, c'est que les Arméniens qui sont dans une situation assez ambiguë, assez délicate à Jérusalem, essaient de jouer la neutralité encore positive entre les deux parties. Mais ceux de Jérusalem ont tous presque tous un passeport jordanien et la carte d'identité palestinienne. Il faut savoir aussi que les Arméniens de Palestine sont loyaux vis-à-vis de la cause palestinienne. Je peux vous citer 3 noms de hauts cadres arméniens dans les rangs de l'OLP, que ce soit le professeur Albert Arazalian, ancien recteur de l'université de Birzeit, et aussi Manuel Hassassian, ancien recteur de l'université de Bethléem et ambassadeur de l'autorité palestinienne à Londres. Alors, de la part de l'autorité palestinienne qui est affaiblie par la situation actuelle, avec le Hamas, la concurrence, il y a toujours une envie de surreprésenter les chrétiens qui représentent qu'une peau de chagrin, malheureusement, donc, à l'échelle nationale, mais aussi, ils se servent aussi des chrétiens comme ambassadeurs. Ce qu'il faut aussi savoir pour l'anecdote,
quand la question de Jérusalem a été évoquée lors des négociations de Camp David II avec Ehud Barak et Arafat, Arafat avait dit non, moi je m'appelle Arafatian. Mon vrai nom c'est Arafatian. Je ne céderai pas Jérusalem aux Israéliens, enfin le quartier arménien de Jérusalem. Donc ça c'est pour l'aspect un peu romantique. C'est vrai que non, il y a une communion en fait culturelle et affective très forte entre les peuples palestiniens et les Arméniens de Palestine. À cela s'ajoute le fait que depuis 1991, comme vous le savez, une très importante immigration d'ex-URSS, de juifs, ou pas de juifs, même des faux de russophones, mais qui sont inventés, qui ont retrouvé une origine juive pour pouvoir immigrer, parmi eux des Arméniens d'Arménie, qui se disent eux-mêmes qu'ils ont découvert un grand-père ou une grand-mère juive, et qui eux n'ont pas beaucoup d'échanges avec les Arméniens restés. Mais après on reste quand même dans des proportions très 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 modestes. Officiellement on dit qu'il y a encore 2000 Arméniens à Jérusalem, malheureusement il faut voir ce chiffre à la baisse. Idem pour ce qui reste des Arméniens des microscopiques, embryonnaires communautés de Haïfa et de Tel Aviv. Et puis deuxième volet, et ça c'est important, là on parle de la politique, et l'État d'Israël s'obstine à ne pas reconnaître officiellement la réalité du génocide arménien, ce qui gêne beaucoup les militants de la cause arménienne, pour plusieurs raisons. Je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, donc on fait une pause et après il y a une troisième table ronde. Merci à tout le monde.